recherche pas du tout à être en compagnie avec des Français. Enfin, j'ai fui la France, la mentalité française. Je pense que si j'étais resté en France, je serais probablement très malade avec un cancer dépressif. Vraiment, ça aurait été catastrophique. Enfin, partir de mon esclavage de bureau. Il y a Pattaya City avec les femmes de partout. On n'a pas ça à Bali. À Bali, tout se passe sur Tinder, donc tout est caché en fait. Pattaya, Jomtien, c'est les filles de bar, les rues à filles de bar, c'est les massages. Je n'ai pas de signe extérieur de richesse, je suis minimaliste. Je ne vais pas aller claquer mon argent comme ça. À peu près 3 millions. Moi, je suis en Asie depuis longtemps. J'ai quitté en fait la France en 2015. J'ai déjà acheté 2 apparts en 6 mois. J'appelle ça la secte d'Occident. On est avec une femme dans une relation exclusive. Puis d'un seul coup, il y a un petit cul qui passe. On trouve ça magnifique. Et on ne peut pas partager ce moment avec la femme qu'on aime parce que, par respect pour elle, on ne peut pas lui dire qu'on vient d'être attiré par une autre et on doit être hypocrite. Alors moi j'ai été diagnostiqué demi-Asperger, donc je suis atteint d'une maladie mentale, j'ai un détachement émotionnel. En me donnant la possibilité d'avoir toutes les femmes du monde, en réalité je tourne sur 5 ou 6. De temps en temps, il y en a une nouvelle qui rentre dans le harem. Il n'y a rien au-delà du plaisir en fait d'être en compagnie d'une belle femme. Dans mes interactions avec les tailles, j'ai remarqué qu'il fallait vraiment montrer du respect. J'ai du mal avec ça parce que je suis très provocateur. J'ai aucun respect particulier pour les vieux par exemple. Et si c'est pas une loi, si c'est pas une règle et si personne me l'impose, le vieux il va rester debout, clairement. Si la femme enceinte, elle veut la place, eh ben elle me la demande. Moi, écoute, j'ai pas de problème avec l'amour, seulement on a tous une définition différente de l'amour. Moi, l'amour avec un grand A comme argent. Je pense que je suis représentatif de tous les hommes. La femme apporte du plaisir. Je pense que le budget le plus important, c'est le budget femme. 400-500 euros par mois quand même. Après moi, je suis, comme on disait tout à l'heure, je suis fidèle en gourgandine. Je pense qu'il faut réhabiliter ces femmes. En direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je suis avec Marc. Avant de démarrer cette vidéo, si l'expatriation vous intéresse, j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande. Vous pouvez le télécharger, il est offert. Le lien est dans la description. Hello. Salut Marc, comment vas-tu? Ça va super et toi ça va? Ça va, bah super, ça fait plaisir de te rencontrer. J'ai l'habitude de parfois tomber sur tes vidéos. Alors, ça fait combien d'années que tu es en Thaïlande? Ça fait même pas un an en fait, ça fait 6 mois. Ah, t'es tout récent? Moi, je suis arrivé en novembre. J'ai l'impression que ça fait 20 ans que t'es là. Moi aussi, hein. Franchement, je suis installé ici, je suis vidéos, bien. J'ai déjà acheté 2 apparts en 6 mois, je suis bien quoi. Ah ouais? T'as acheté des appartements où? Pattaya, enfin Jomtien. Ouais. Pourquoi t'as choisi Pattaya? Totalement par hasard en fait. Je voulais faire un trip dans le sud de Pattaya avec Koh Chang, Koh Samet, Koh Mak, etc. Et en fait, je me suis dit je vais passer par Pattaya. J'avais une très très mauvaise opinion de Pattaya. Parce que j'avais déjà été et je trouvais ça vraiment très glauque. Ouais. Mais je me suis dit je vais redonner sa chance à Pattaya. Et puis j'ai été en fait à côté de Pattaya à Jomtien, puis à Pratamnak. Je suis resté 15 jours. Okay. Et j'ai trouvé ça sympa. Et j'ai trouvé qu'il y avait un bon mix sans que ce soit exceptionnel pour autant. Et puis voilà, je suis resté. Est-ce que des destinations, on va dire, où il y a pas mal de Français, ça t'intéressait pas trop? Ah non, moi je recherche pas. Koh Samui, Phuket. Ouais, non, franchement, je recherche pas. Enfin, moi je suis en Asie depuis longtemps. J'ai quitté en fait la France en 2015, donc ça fait quand même longtemps. Je recherche pas du tout à être en compagnie avec des Français. Enfin, j'ai fui la France, la mentalité française. Donc je veux pas fui la France carrément. Moi j'ai fui la France. Ah ouais, c'était une fuite. Tu te voyais pas faire vivre ta vie en France? Ah non, carrément. Je pense que si j'étais resté en France, je serais probablement très malade avec un cancer dépressif. Vraiment, ça aurait été catastrophique. Donc j'étais vraiment. Pourtant, je suis né en France. Je veux dire, rien qui me prédisposait à venir en Asie. Voilà, je suis. T'étais pas fan du tout de l'Asie? J'étais pas fan du tout de l'Asie. Je suis venu en fait par hasard. Je suis arrivé en 2015 à Singapour et là, j'ai fait reset complet sur ma vie. J'ai compris que on m'avait complètement menti sur la qualité de vie en France et en Europe. J'ai vécu dans pas mal de pays d'Europe aussi. J'ai vécu à Londres, j'ai vécu à Amsterdam, à Bruxelles, etc. Milan. Et je suis arrivé à Singapour, j'ai compris que c'était une blague et que la vie... T'étais friand de liberté, on va dire. Ouais, alors moi c'était la liberté géographique dans le sens où je voulais partir de mon esclavage de bureau. Ouais. Voilà, mais parce que tu cites Singapour, mais Singapour pour moi c'est quand même, à Singapour c'est pas très normé, c'est très strict. Tu te sentais bien là-bas? Je me sentais super bien. Il faut pas le cracher par terre. Et, non, je me sentais vraiment, j'ai adoré Singapour. Je sais que ça surprend certains. Je suis resté 2 fois 3 ans à Singapour, donc 6 ans quand même, c'est beaucoup. J'ai adoré ma vie là-bas, j'ai adoré mon appart, la vie d'expat, tout fonctionne bien.
les femmes, de folie. C'était avec de l'argent évidemment parce que c'est pas Singapour. c'est pas les nomades digitaux qui vont là-bas avec leur petit backpack. Hein, Ouais. j'étais voilà, je travaillais là-bas avec un permis de travail pour une banque, etc. Donc j'étais dans des conditions ultra privilégiées. Ah, t'étais salarié alors? Ouais, j'étais Parce salarié. que, ok, t'es plus salarié Alors, aujourd'hui. non. J'étais freelance, j'appelle ça freelance esclave de bureau, c'est-à-dire j'étais payé à la journée, mais j'avais un contrat de salarié pour avoir le work permit. Esclave de bureau. Esclave Esclave des de temps bureau. modernes en fait, c'est ça? Esclave des temps modernes, voilà, 9h, 18h. Voilà. Mais j'étais prêt à faire ce sacrifice parce que j'adorais ma vie en dehors du bureau, le tennis, les soirées. On va dire que Singapour t'a donné peut-être un avant-goût de l'Asie du Sud-Est, Ouais. c'est ça? Ouais. Ouais. Depuis Singapour, les week-ends à Bali, les week-ends en Thaïlande, donc je suis allé un petit peu partout en Asie du Sud-Est. Donc clairement, j'ai vu que c'était pas Singapour que j'aimais, mais c'était l'Asie du Sud-Est en général. En général. Ok. Et effectivement, si j'avais pu aller peut-être à Bali ou en Thaïlande, ça aurait été aussi aurait possible, été différent, ok. bien sûr. Tu sais, ça me rappelle moi à mon arrivée. J'étais tombé amoureux on va dire, de Thaïlande, d'Asie, mais je voulais m'installer ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un coup de bluff. J'ai contacté, je sais pas combien de GM, General Manager, à Singapour, Shanghai, de partout. Il y en a 3 qui m'ont répondu. Tokyo, Bangkok, Singapour. Sauf que je me suis fait refuser à l'immigration là-bas. Ah ouais, Ouais, j'avais vu ta vidéo Et sur. je me suis retrouvé en détention, tu vois. Incroyable. Et en fait, mais le destin a fait que je suis à Bangkok et que j'ai une chaîne YouTube aujourd'hui qui marche bien et tu vois, c'est le destin parfois. Mais à l'immigration, disons qu'ils sont pas très top quand même à Singapour. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai eu aussi un problème à l'immigration à Singapour, mais qui s'est bien terminé. Ouais. Sans rentrer trop dans les détails, mon work permit se terminait, je suis sorti en Malaisie, je suis allé en vacances, je suis revenu. Et là, je ne savais pas si mon work permit était encore actif ou si je rentrais comme touriste. Et si je rentrais comme touriste, j'avais 90 jours. Donc, j'étais perdu, je pose la question, un mec super honnête, dans quel fil je rentre? Est-ce que je rentre avec le work permit, hein? Le gars me dit, tu rentres avec le touriste, il n'y a pas de problème. Et là, je finis carrément dans le bunker avec les Pakistanais. Ah ouais. T'as fini au centre de détention? J'ai presque fini au centre de détention. Ah, putain, À un moment donné, j'étais sympa, et puis à un moment donné, je me dis, je vais m'énerver. Pourtant, c'est le truc normalement à ne pas faire. Donc je me lève, je dis, les gars, c'est une erreur incroyable. Je veux dire, soit je rentre avec mon work permit qui est encore actif, soit je rentre avec le visa de touriste, mais dans tous les cas, je veux rentrer, j'ai mon billet de retour pour ressortir. Et là, le gars, il regarde, il me dit, t'as ton billet de retour? Je montre mon billet de retour, et là, il me dit, veuillez nous excuser, c'est une erreur. Il me dit, ouais, mais moi j'ai loupé mon bus parce qu'il y a un bus qui te ramène dans le centre. Il me dit, pas de problème, tu habites encore à cette adresse, vous connaissez mon adresse. Il me dit, on te paye le taxi pour que tu rentres. Et ils m'ont payé, ils m'ont accompagné dehors, le taxi. Donc ça s'est vachement bien terminé, juste pour dire quand même que c'était une erreur. Ok, et ensuite, alors, après Singapour, où est-ce que tu t'es stabilisé? Moi, je voulais rester à Singapour, mais j'étais rejeté au niveau des résidences permanentes. Pourtant, voilà, je validais tout, mais donc au final, je me suis dit, je veux rester en Asie du Sud-Est. Quelles sont mes possibilités? Et il y en a une qui s'est ouverte à moi, c'est à Bali, puisqu'ils ont ouvert en fait le visa nomade digital, le E33G. Et donc, je me suis dit, génial, visa de 2 ans, donc j'y vais. Donc, je suis allé à Bali, je suis resté 2 ans, j'ai adoré, c'était top. Pareil, j'aurais voulu m'installer, mais il se fait que la Thaïlande a ouvert son visa DTV, que je me suis inscrit pour avoir le visa DTV et que je l'ai eu. Et la Thaïlande, pour moi, c'était un meilleur choix que Bali, dans le sens où fiscalement, c'était bien meilleur. Et alors, si on peut dire 2 mots de Bali, je sais que c'est une destination, on va dire, tendance, qui est très privilégiée. Mais moi, j'entends beaucoup de négatifs aussi, que beaucoup se disent entrepreneurs, mais ce sont des fils et des filles de riches. Et donc, ils ont un prétexte, oui, je suis entrepreneur, je suis fondateur d'une start-up, mais la start-up, c'est papa-maman. Alors, est-ce que tu confirmes ou infirmes? J'ai pas trop vu ça, mais si je vois beaucoup de vidéos négatives en fait sur Bali, et elles sont assez vraies, mais il faut aussi remarquer qu'en fait ils font beaucoup de vidéos sur Canggu ou sur des endroits qui sont surpeuplés, voilà. Mais Bali, c'est très très divers, hein. Ça reste une île, mais c'est quand même très grand. Il suffit d'aller au nord pour qu'il n'y ait personne, à l'est pour qu'il n'y ait personne, voilà. Uluwatu, ça commence au sud, ça commence un peu à se développer. C'est très festif quand même, tu vois. À chaque fois que je vois des images de là-bas, je veux dire, en Thaïlande, on a plein de profils ici, tu vois, des profils variés. On a l'entrepreneur, on a des familles qui viennent, on a des retraités. Mais là-bas, tu as l'impression que, en fait, c'est que les mêmes profils. Ils vont te dire quand je fais du business en ligne ou je suis en train de construire une villa, tu vois. C'est vrai qu'on a ça. Au sud, quand même, à Uluwatu, on a des communautés en fait de surfeurs, donc une population de surfeurs. Du côté de Ubud, c'est la spiritualité qui explose avec énormément de centres de méditation, donc c'est vraiment, vraiment génial. Du côté de Canggu, effectivement, on va retrouver les gars qui font des business en ligne, quelques youtubeurs, des instagrammeurs, etc. Donc ça dépend vraiment des zones. Il y a des zones avec des Australiens et des zones avec des petits villages français, par exemple Ahmed qui est un petit village français.
Au nord, c'est encore. Donc tu vois, c'est vraiment. Mais il faut vraiment la parcourir l'île parce qu'elle est vraiment grande en fait, et les gens ont tendance à rester dans les mêmes endroits et faire des vidéos de ce qu'ils connaissent en fait. Ouais. Et pourtant, tu as choisi Pattaya. J'ai choisi Pattaya, le quartier général. Tu as choisi le quartier général, le quartier international en fait. La maison mère. La maison Donc mère, en fait, ouais, après moi je suis plutôt en fait à Jomtien où il y a la mer, où c'est plus relax, etc. Donc je suis pas à Pattaya City, je suis à 2,5 km de Pattaya. Bon, c'est pour avoir une bonne conscience. Ouais. Non. Non, j'aime bien, je sais pas, j'aime bien le mix là-bas. D'abord, c'est pas trop loin de Bangkok, donc c'est facile pour prendre l'aéroport, pour aller, prendre l'avion. Il y a Pattaya City avec tout, puis c'est très festif avec les femmes de partout. Faut préciser quand même que. C'est important pour toi ça ou pas? Ouais, c'est important. Je veux dire, on n'a pas ça à Bali. À Bali, tout se passe sur Tinder, donc tout est caché en fait. Si à Pattaya, Jomtien, Pratamnak, c'est les filles de bar, les rues à filles de bar, c'est les massages. À Pratamnak aussi? Pratamnak, maintenant, tu commences à avoir des gentlemen's club à Pratamnak. Tu as quelques gogos qui se mettent même à Pratamnak. Jomtien aussi. Hein. On peut tous dire ici. Hein. Bien sûr. Tu as choisi Pattaya pour les femmes. S'il n'y avait pas eu de femmes à Pattaya et pas de filles de bar et pas de massage et pas de machin et pas de rien, tu ne serais pas allé. J'aurais pas été là-bas. Faut dire. Mais je veux dire, c'est sincère. Tu l'assumes. Voilà, faut être sincère. Et même, je veux dire, est-ce que j'aurais été en Thaïlande? Non. Tu l'assumes et c'est sincère, c'est bien. Au moins, tu n'es pas un hypocrite. J'avais posé la question à un de mes intervenants qui avait 73 ans, qui s'appelle Fernand. Je lui ai posé à Fernand, est-ce que s'il n'y avait pas de belles filles en Thaïlande, est-ce que tu serais là? Il m'a dit franchement non. Clairement non. Alors, où est-ce que tu serais allé s'il n'y avait pas de belles filles ici? J'aurais été une alternative. Après, les alternatives aujourd'hui, il y a un peu le Vietnam, un peu le Cambodge, voilà. Alors Bali, c'est sympa. Hein. Il y a aussi ça, mais c'est sur Tinder. C'est tout petit, c'est pas dans les rues, etc. Hier, par exemple, même à Bangkok, que je connais beaucoup moins, mais j'y passe tout le temps à chaque fois que je pars en vacances. Okay. J'étais à Nana Plaza. Bon voilà, c'est sympa. Il y a des filles, même là où je suis, il y a des massages. Elles sont ouvertes, elles sont cool, et franchement, c'est. Alors, certains vont te détester en entendant ces propos. Bon, je pense que tu as l'habitude, parce que tu fais du contenu parfois clivant aussi. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent oui, mais est-ce que ça, c'est une finalité en soi? Est-ce que c'est le but de ta vie? De filles de bar, massage, etc. Ouais, je pense que c'est une finalité, effectivement. Il n'y a rien au-delà en fait, de ça. Il n'y a rien au-delà du plaisir en fait, d'être en compagnie d'une belle femme. Il n'y a rien de plus productif que ça. C'est-à-dire que je ne vais pas derrière aller chercher une relation, avoir une famille, avoir des enfants, construire quelque chose de plus, comme certains pourraient dire, de plus émotionnel, de plus sentimental, quelque chose de plus profond, etc. Non, absolument pas. Ça s'arrête là. Après, moi, je suis, comme on disait tout à l'heure, je suis fidèle en gourgandine. Ça veut dire que je revois toujours les mêmes. Gourgandine, carrément. Ouais, je les appelle les gourgandines. Non, mais c'est justement, j'ai pris ce mot parce que justement, il n'est pas péjoratif en fait. Okay. C'est-à-dire que je pense qu'il faut réhabiliter ces femmes. Et donc, moi, je suis fidèle et je construis des choses avec elles. Je tourne un petit peu, voilà, mais elles sont toujours là. Je suis pas là en train de changer tout le temps. Mais tu sais que tu es un être humain et tu te dis pas parfois je peux avoir des sentiments. Comment tu te protèges par rapport à ça? Tu es un être humain, tu n'es pas un robot, tu n'es pas une intelligence artificielle. Complètement. Alors moi j'ai été diagnostiqué Denis-Asperger, donc je suis atteint d'une maladie mentale. Ah oui? Ouais. Okay. Donc j'ai un détachement émotionnel. Voilà. Maintenant, je pense qu'au niveau des émotions, justement, je pense que les émotions qu'on peut avoir, les sentiments qu'on peut avoir avec une fille de bar qu'on rencontre ou une fille qu'on a rencontrée de massage, etc. Je pense au contraire en fait que c'est des émotions qui sont présentes, qui sont puissantes, et c'est souvent des relations qui sont plus honnêtes que des relations de couple, où en fait on peut presque rien se dire. Et moi j'ai expérimenté le couple, comme tout le monde, on est né là-dedans, j'appelle ça la secte d'Occident. On peut presque rien dire, et dès qu'on dit quelque chose, par exemple on est avec une femme dans une relation exclusive, puis d'un seul coup il y a un petit cul qui passe, et on trouve ça magnifique, on détourne le regard, et on ne peut pas partager ce moment avec la femme qu'on aime parce que par respect pour elle, en fait, on ne peut pas lui dire qu'on vient d'être attiré par une autre. Si on est dans une relation de couple, par respect pour la femme avec qui on est, en fait, on ne peut rien dire et on doit être hypocrite. Voilà, c'est ce que je pense, mais voilà, okay. je suis cash. Après, c'est peut-être, est-ce que c'est pas un raccourci? Tu as plusieurs femmes, en fait, est-ce que tu te limites à un nombre ou pas? Alors, j'ai réalisé que ici, je peux avoir des milliers de femmes. Non, mais je veux dire, c'est unlimited, c'est illimité, okay. On peut avoir des femmes différentes tous les soirs et il y en a qui le font. Moi, je ne fais pas ça. C'est-à-dire qu'en me donnant la possibilité d'avoir toutes les femmes
du monde. En réalité, je réalise que par exemple sur Je me tienne, je tourne sur 5 ou 6 seulement. Parce que c'est toujours les mêmes et de temps en temps, il y en a une nouvelle qui rentre dans le harem. Si tu me donnes une liberté totale, je vais me limiter naturellement. Parce que j'ai envie de voir, parce que je vais filtrer, parce que je vais refine en fait. Et ça va être, je vais garder en fait les meilleurs et c'est avec elles, je trouverai pas mieux en fait. Ok. Alors moi je pense un peu l'opposé, mais c'est pas grave, ça nous empêche pas d'échanger sur ça. Mais quelle est, on va dire, la finalité? Parce que beaucoup, on va dire, se diraient le rôle de l'humain, c'est on va dire, de se marier, de fonder des enfants, on va dire, de contribuer à l'évolution de l'espèce, on va dire, l'évolution de l'espèce. Mais si tout le monde faisait comme toi, Marc, on n'irait pas... Complètement, si tout le monde n'avait pas d'enfants et était micto, donc men going their own way, micto c'est MGTOW, men going their own way, c'est les hommes qui vont leur propre chemin et qui vont pas avec une Micheline et qui se mettent pas en couple et qui ne se marient pas et qui sont, on va dire, des célibataires qui l'assument et qui veulent pas aller vers l'eau. Si personne n'avait d'enfants, effectivement, il y aurait un problème au niveau du renouvellement de l'espèce, on est d'accord. Mais si tout le monde avait des enfants, et quand tu regardes la courbe déjà depuis 100 ans, c'est carrément une exponentielle. Je pense qu'on doit être 10 milliards sur la planète. Si tout le monde se reproduit et puis 10 milliards là? Non. Il faudra vérifier, fact-checking. 8 milliards, je pense, non? Mais si tout le monde continue de se reproduire et fait plus de 2,1 enfants par femme, en fait, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des ressources? On voit déjà la pollution de partout. On ne peut pas avoir personne qui se reproduit. Je pense qu'on courrait plus rapidement à la fin de l'espèce si tout le monde décidait de se reproduire en masse, en fait. Voilà. Donc il faut arrêter de se reproduire et aller à Pattaya. Donc en fait, je pense qu'il faut une minorité de personnes qui se sacrifient, qui se mettent en couple avec des femmes pour se reproduire. Comme ça, nous, les mictos, on peut continuer à s'amuser. Mais tu ne peux pas, on va dire, tu ne peux pas avoir un impact vu que tu es une minorité, comme tu le dis. Il faudrait être une majorité. Alors le fait est que les mictos comme moi... Mictos, on va vous mettre la définition sur l'écran, comme ça vous verrez. C'est en fait, en gros, c'est les hommes célibataires qui veulent rester célibataires. Célibataires endurcis. Seuls et qui sont bien comme ça. Et qui veulent pas d'enfants. Exactement, et qui veulent pas s'encombrer aussi d'une femme pour leurs décisions, pour leur vie, et qui veulent choisir, qui veulent pas non plus se faire plumer par les femmes, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'histoires d'argent et de beaucoup de gens qui perdent de l'argent avec les divorces et compagnie. Tu fais référence un peu à, comment il s'appelle, Bill Gates, je crois qu'il a eu un souci, tu as eu d'autres personnes aussi. Plein, Jeff Bezos. Plein, là c'est les plus grands, mais même à petite échelle, les gars qui sont plumés, je veux dire, le mariage aujourd'hui c'est une entreprise pour plumer le gars. Hein. Et en plus ils perdent leurs enfants, etc. Qu'est-ce qui te dérange dans l'Occident? Est-ce que, tout à l'heure on en parlait un peu en off, le wokisme, la cancel culture, tu vois, il y a une destruction de statut, de plus en plus, on essaie d'imposer, on va dire, certaines idéologies. Quel est ton avis sur la question? Non, moi je suis assez progressiste en fait. Je suis un libéral progressiste. Donc déjà sur l'aspect libéral économique, je ne me retrouve pas du tout. C'est-à-dire que tous les pays d'Europe de l'Ouest et même les États-Unis, la plupart des États, en fait pour moi sont des pays socialo-communistes qui sont hyper taxés. Donc voilà, je ne me retrouve pas du tout rien que là-dessus, au niveau taxes, au niveau fiscalité, au niveau liberté de faire des choses, au niveau bureaucratique aussi. Je veux dire tout le temps des papiers à remplir pour faire... En Thaïlande, c'est pas mieux. Voilà, tu as déjà rempli des papiers, je suppose, ici. Écoute, franchement, là j'ai acheté, quand j'achète l'appart, ils m'ont pas demandé des tonnes de documents, des DPE, des diagnostics amiante et compagnie, des diagnostics énergétiques, ils n'ont rien demandé. Il y a un chanotte, un machin, ils ont mis mon nom, ils ont réussi à se planter aussi sur mon nom, j'ai dû le faire rectifier, mais ça me paraissait beaucoup plus simple. La location, tout me paraît simple, je veux dire, il y a moins de contraintes, moins de régulations. L'Europe, c'est vraiment des régulations pour tout. Ici, ça me semble plus sauvage, plus libre, plus simple, plus pragmatique aussi, plus de bon sens en fait. Et plus, j'ai l'impression que les problèmes aussi se résolvent plus humain à humain, plutôt qu'on regarde les lois et on regarde qui doit payer dans un dégât des eaux et discussions métaphysiques. Est-ce que c'est le locataire? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est machin? J'ai l'impression qu'il y a plus on résout les problèmes soi-même. Ça fait un an que tu es en Thaïlande, c'est ça? Ouais. Environ un an. Okay. Ouais, si. Est-ce qu'il y a eu des points quand même qui t'ont dérangé sur le plan culturel? Des divergences ou peut-être un comportement que tu n'as pas appris? Ça fait qu'un an que tu es là en fait, hein. Ça fait pas très longtemps. Ouais. Et je pense que chaque année tu vas apprendre et apprendre. Il y a plein de choses en fait qui dans mes interactions avec les Thaïs, j'ai remarqué qu'il fallait vraiment montrer du respect. Et moi j'ai du mal avec ça parce que je suis très provocateur et je suis très cash.
Je suis très direct et donc il faut que je mette énormément d'eau dans mon vin parce que sinon il y a une tendance en fait chez les Thaïs à exploser d'un coup. Surtout que moi je suis vraiment vraiment dans la provoque, tu vois. Donc, c'est-à-dire provoque. C'est-à-dire, je vais répondre du tac au tac. Je te donne un exemple. Il y a une agence qui voulait me vendre un appart, donc et elle n'avait pas le power of attorney, c'est-à-dire l'autorisation du vendeur de vendre l'appart et le vendeur était à distance. J'ai dit, tu me donnes ce document, tu vois. Mais je suis pas dans les s'il vous plaît, machin, tu vois. Et Anna, elle me dit, j'ai pas besoin, nanana. Et je lui dis, écoute, tu m'as l'air vraiment complètement ignorante des lois. Tu fais n'importe quoi, sois professionnel devant les autres, tu vois. Ah d'accord, tu leur fais perdre la face en fait. Perdre la face, tu vois, donc moi je suis très cash, je dis, donc visiblement tu connais rien, donc donne-moi quelqu'un qui... Mais je fais un peu en mode blague, tu vois, mais ça fait pas rire tout le monde, tu vois. Donc, je pense que tu l'as fait perdre la face devant tout le monde. Donc, elle a pété un câble. Ouais, pétage de câble, donc après il y avait l'autre, donc il y a presque un interprète pour qu'elle puisse lui parler, sinon elle allait grave s'énerver. Donc je suis un peu, faut que je fasse vraiment attention en fait dans ce pays. Aussi j'ai remarqué par exemple dans les négociations, pour moi l'expérience que j'ai des Thaïs c'est qu'ils sont très honnêtes en fait. Ils ont fait des travaux, tu vois, dans mes apparts, donc j'ai eu pas mal mais ils sont le travail qu'ils ont fait c'est vraiment exceptionnel et ils sont très honnêtes. Mais il y a un truc très important que j'avais pas noté venant d'Indonésie, parce que j'étais 2 ans en Indonésie juste avant, c'est que on négocie pas. C'est mon expérience, c'est après 6 mois. C'est-à-dire que si tu négocies, moi ça m'est arrivé de négocier un petit peu un truc, et puis à un moment donné, elle me dit, je reviens, je lui dis bon finalement je te le prends au prix. Elle me dit non, je te le vends plus. Et en fait je me suis rendu compte que ici, quand ils donnent un prix honnête, je parle pas d'une arnaque à touriste, etc., où le gars te demande n'importe quoi. Mais si tu sens que le prix il est correct, il est honnête, va pas aller négocier des miettes. J'ai remarqué qu'ici, ils apprécient pas trop ça. Ouais, en fait, ils aiment bien se sentir respectés, en fait, c'est ça? Ouais, le respect. On le voit même dans le langage, avec le clap à la fin, etc., les formules, etc. On sent le respect qu'ils ont pour les vieux, etc. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Pour moi, j'ai aucun respect particulier pour les vieux, par exemple. Donc, pourquoi? Mais en fait, est-ce que c'est dû à ton demi-Asperger ou pas ça? Je sais pas. Non. Pour moi, en fait, je vais respecter en fonction de ce que la personne elle dit. Et j'ai pu constater dans ma vie que, en général, ce que disent les vieux, c'est complètement délirant, c'est dépassé, c'est d'un autre temps, ils sortent des trucs, d'une expérience. Ouais, mais je te dis des choses. Même des fois, je pense qu'ils sont un peu dégénérés. Et parfois, un enfant peut avoir des raisonnements beaucoup plus lucides en fait et beaucoup plus intéressants. Donc en fait, moi, j'écoute ce qu'ils disent, mais je ne vais pas en fait juger en fonction de l'état de la personne. Donc en fait, les vieux, moi, j'ai pas forcément de respect particulier pour les vieux ou particulier pour telle ou telle tranche de personne. Est-ce que tu laisserais ta place à un vieux qui veut s'asseoir? Parce que moi, je suis là pour respecter les lois. Donc quand j'entends tu laisses ta place, je laisse ma place. Il y a le vieux, je vais pas. Voilà. C'est pas une obligation, c'est pas une loi, c'est une règle. Ouais, c'est une règle. Quand tu rentres dans un métro, tu as une place, d'autres personnes, c'est tous des vieux, et toi tu es assis sur une place. Est-ce que tu te lèves pour laisser le vieux? Moi, clairement, si j'ai le choix. La personne âgée, pardon. Moi, je te dis, si j'ai le choix, et si c'est pas une loi, et si c'est pas une règle, et si personne me l'impose, le vieux il va rester debout, clairement. Ah ouais? Okay, ouais, je te le dis, franchement, clairement. Par contre, là, j'étais dans le métro ici. J'entends dans le métro, ils disent veuillez laisser votre place aux vieux et aux femmes enceintes et compagnie et machin. Il y a un vieux devant moi, j'obéis. Mais tu sais que c'est pas la loi. C'est-à dire que si tu ne donnes pas, si tu ne laisses pas ta place, tu n'auras aucun problème. C'est du sens moral. Est-ce que tu laisserais ta place ou pas? Alors moi, je pars du principe, juste un, je réponds sur le sens moral. Mais pour moi, je pars du principe que ici, en fait, je n'ai pas envie de froisser les gens. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, les gens vont s'énerver. Okay, donc même si je connais pas toutes les lois, donc si quelqu'un me dit un truc et que c'est pas complètement dénué de sens, je le fais. Je vais pas aller en justice parce que j'avais le droit d'être assis, le mec me met une claque, etc. J'ai pas envie de rentrer. Donc je lui laisse la place. Les angles sont ultra arrondis ici. Maintenant, d'un point de vue sens moral, le mec il est vieux, à moins qu'il me montre qu'il a un problème de handicap de machin, il va rester debout. Hein. Franchement, Marc, je sais pas si tu le fais exprès ou pas. Honnêtement, si tu vois une femme enceinte de 8 mois et demi, allez 9 mois, on abuse. Après, tu sais, je vais te dire, moi j'attends, il y a un truc que j'attends. Parce que j'ai pas envie moi je te donne un exemple qui m'est arrivé à Bali. J'ai une voisine qui arrive et je lui dis bonjour. Elle ne répond pas. Pour moi, c'était respectueux de dire bonjour à une personne qui arrive. Je répète bonjour. Et là, elle commence à me hurler dessus et elle me dit si tu répètes ça, elle a vécu ça comme du harcèlement. Et je reboucle maintenant sur la femme enceinte. Si la femme enceinte, elle veut la place, elle me la demande. Parce que j'ai pas envie de la froisser en disant, parce que je sais pas si elle est enceinte de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois. Ça se trouve, la nana, elle est même pas enceinte en fait, elle est juste grosse. Et je vais lui dire, madame, je vous laisse la place parce que vous êtes enceinte. Et elle va m'en coller une parce qu'elle me dit, mais je suis pas enceinte, je suis juste grosse. Tu vois, elle risque de mal le prendre. Donc moi, elle me demande, elle me dit, je suis enceinte, est-ce que vous pouvez me laisser la place? Il n'y a aucun souci. Là, j'attends la demande, j'attends l'instruction en fait. Mais parfois, tu sais, tu peux avoir un geste naturel.
C'est-à-dire qu'en général, tu as des personnes qui viennent, te touchent par l'épaule, monsieur, prenez ma place. Est-ce que toi, par rapport au fait que tout à l'heure, tu m'as dit, je suis demi-Asperger, est-ce qu'il y a des choses parfois où tu n'es pas, où on va dire, tu es un peu déconnecté par rapport à ça, c'est-à-dire que tu n'as pas une... Moi, des fois, j'ai eu dans ma vie, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu des élans ça m'est arrivé d'avoir des élans de générosité. Et à chaque fois, ça s'est terminé très très mal. La dernière fois c'était à Bali, il y avait des filles qui étaient dans la rue et elles regardaient dans une boulangerie, je me suis dit je vais leur acheter des gâteaux. C'est sympa. Des filles? Non, c'était des petites clochards qui traînaient dans la rue, qui avaient voilà, 100 sous, donc je me suis dit ça va être sympa, il y avait une boulangerie française, je me suis dit tiens je vais leur acheter des gâteaux, elles vont être contentes. C'est-à-dire c'est sympa, je veux dire qu'est-ce qu'il y a de mal? Est-ce que je pouvais imaginer que ça allait terminer en drame et en pleurs? Et à chaque fois dans ma vie, à chaque fois que je donne, et j'ai fait une vidéo là-dessus, j'appelais ça l'impossibilité de donner. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'aurais donné des gâteaux. Il y a la grande qui a piqué à la plus petite. La plus petite, elle a commencé à chialer, etc., etc. Donc à un moment donné. Mais t'as acheté combien de gâteaux toi? Ne me dis pas que t'as fait le crevard, t'as acheté un seul gâteau pour toute la famille. Combien de gâteaux? Honnêtement. J'avais acheté un gâteau pour chaque petite. Mais la grande, elle a estimé qu'elle allait faire la mafia et qu'elle allait tout redistribuer. Et à la fin, tu vois, tu te dis, moi ça m'est arrivé tellement de fois en fait, en Malaisie aussi, à Kuala Lumpur. Putain, je donne comme ça et je me rends compte qu'en fait c'est une arnaque derrière et je me dis putain ça finit mal. Donc moi j'attends qu'on me demande, voilà. Et je sais pas vraiment, j'ai l'impression que quand je donne, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un mauvais karma, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de voilà. Donc elle veut la place, elle me la demande et d'ailleurs je vais te dire, même si elle a rien du tout, elle est même pas enceinte, rien, elle me demande ou quelqu'un me demande la place, je vais même pas poser de questions. Je vais lui laisser la place. Parce que tu as peur? Parce que c'est pas chez toi ici? C'est pas chez moi et je veux dire moi je peux être debout, ça me gêne pas d'être debout. Si je suis pas gêné, il n'y a pas de souci. Je suis très, les angles sont arrondis, tu vois. Tu disais en fait, tu as employé un terme tout à l'heure, la façon la plus productive de vivre, quand tu parles de productivité, c'est en fait, c'est de ne pas avoir de femme et d'enfants, c'est ça? Ouais, je pense que si on se fait plaisir de façon égoïste, sans se sacrifier, bon bah on consomme une femme comme on consomme une pizza. Avec des émotions. Non mais je te dis les choses. Là tu vas te faire insulter là, dans les commentaires, tu t'en fous hein? Je m'en fous totalement, okay. Je veux dire, de toute façon j'en ai déjà discuté 1000 fois sur ma chaîne. Donc il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Il n'y a rien de péjoratif avec ça. La femme, qu'est-ce qu'elle veut dans la majorité des cas? Elle veut de l'argent, très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. Tu ne penses pas qu'une femme veut aussi de la sécurité? Tu vois, un homme, tu ne penses pas qu'un homme apporte de la sécurité à un couple, à des enfants, et que la femme apporte, on va dire, peut-être une certaine bienveillance, une éducation aux enfants, tu vois? Il n'y a pas une complémentarité en toi, pour toi, entre un homme et une femme? On obtient la sécurité par l'argent. Je veux dire, par exemple, la sécurité financière ou la sécurité économique pour une femme, par exemple, c'est d'avoir son appartement, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi. Et elle n'a pas besoin, et je trouve que c'est même. On sort du modèle où elle est en dépendance à l'homme, et c'est l'homme qui doit subvenir à ses besoins. Bah, la femme va préférer être dans la liberté, dans son indépendance, dans son autonomie, récupérer son autonomie. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo où je disais aussi, ça a surpris tout le monde, je disais je suis woke. En fait, moi je suis carrément pour l'indépendance et l'autonomie des femmes, pas de souci. Je veux juste payer pour le prix honnête de ce que je consomme. C'est-à-dire C'est-à-dire que par exemple, dans une relation maritale classique, en fait on achète une forme de package. C'est-à-dire la femme elle va être sympa, on va partager des dîners, on va partager la couche, on va partager les vacances, on va faire plein de choses ensemble. Et tout ça, ça a un coût. Le gars il paye, voilà. En général le gars paye plus que la nana, parce que la nana gagne moins en général. Et puis à la fin ça se termine, divorce. Bon. Mais est-ce que la femme ne paye pas avec le temps aussi, son temps? Beaucoup. Alors moi je finis là-dessus, sur la partie quantitative. Donc si on fait les comptes, et on l'a fait en fait sur mon site, j'ai appelé ça le coût d'une passe maritale. Donc on prend tout l'argent qu'on a dépensé depuis le début, depuis la date où on a payé au restaurant, les vacances, le resto, l'appart, machin et tous les avocats, le divorce et compagnie, et on divise par le nombre de fois où on l'a piné, on retrouve le prix d'une passe. Et ce prix, on l'a calculé dans une relation de mariage classique, il ne descend pas en dessous de 2500, 3000 euros. La question c'est, quand tu regardes ta femme, est-ce qu'elle vaut 2000 euros la passe? Si tu dis oui, pas de problème, tu peux rester avec elle. Ouais, mais je pense que, ok, d'accord. Donc toi, ta vision, c'est plus plaisir en fait, c'est ça en fait? Plaisir, exactement. Ouais. La femme apporte du plaisir. Pour moi, justement, en tant que micto, moi, j'ai pas envie d'avoir les prises de tête, elle est pas contente, elle si, et vas-y que moi je veux aller dans un pays et elle veut aller dans un autre, et vas-y qu'elle veut acheter ses trucs. Moi, j'ai pas de temps à perdre en fait. Je préfère passer mon temps sur des business et je veux l'avoir uniquement dans des moments de pur plaisir. Pour moi, c'est juste une source de plaisir et je la vois que comme ça. Là, tu vas te faire insulter. Il n'y a pas de souci les gars, allez-y. Allez-y doucement dans les commentaires, parce que
Moi, je partage pas du tout ce que tu dis, honnêtement, et c'est rare que je dis ça en fait, mais Allez-y doucement juste sur les insultes, parce que si vous insultez trop, après c'est bloqué par YouTube, c'est pas pour moi. Moi, il n'y a pas de c'est souci. pour que vos commentaires restent visibles en fait. Ok. Moi, je pense, mon avis sur la question, peut-être, c'est que la moitié de sa vie, on la passe à acquérir des connaissances, à apprendre des choses dans la vie. Et la deuxième moitié de sa vie, c'est le temps de la retransmission. On retransmet. Alors, il y a différentes formes de retransmission. Tu peux avoir des enfants, leur transmettre ton savoir, leur expérience. Tu peux aussi être enseignant, faire plein de choses, tu vois. Mais le fait de se dire je ne veux pas d'enfant, je vis comme un micto, c'est ça? Ouais. C'est pas égoïste un peu ou pas? Je suis totalement d'accord avec toi sur la partie transmission, mais pour moi, optimiser sa transmission, ça se fait au travers d'une chaîne YouTube. Ça se fait pas au travers de la descendance génétique, parce qu'en fait, c'est pas du tout efficace. Je veux dire, tu as un ou deux enfants qui, dans la majorité des cas, vont mal tourner, c'est ça? Vont mal tourner, te détester, t'oublier, t'ignorer, et aussi vivre leur propre chemin et faire leur propre expérience de vie. Et en fait, toi, tu veux le meilleur pour eux en tant que père, mais tu espères aussi quand même leur inculquer des valeurs et qu'ils suivent une partie de ce que tu as dit. Donc c'est des mini-moi en fait qu'on crée de façon un petit peu égoïste quand même, parce que s'ils sont totalement... prenons un exemple, tu es un gars, tu es alpha, tu montres, voilà, tu es un peu un masculiniste et tout, et tu montres la vie, comment c'est, et puis tu te rends compte que ton enfant, son rêve dans la vie, c'est de devenir un ladyboy. Putain, qu'est-ce que tu peux faire? C'est sa vie, c'est comme ça qu'il est heureux, tu vois. Et là tu te dis, waouh, au niveau transmission, ça a été un peu... voilà, c'est pas ce que j'aurais pensé. Alors que pour moi, la transmission, c'est d'idée à idée. C'est d'esprit à esprit en fait. C'est par exemple, je prends l'exemple de YouTube, mais c'est aussi les amis, les gens avec qui on discute, les tribus qu'on crée, les communautés qu'on crée et les idées qu'on propage et les discussions qu'on a. Avec tous les contacts que tu fais dans la vie en fait. Exactement, c'est ça? exactement. Okay. Et c'est comme ça, toute mon inspiration par exemple que j'ai, elle me vient pas, presque pas de mes parents. J'ai de bonnes relations avec mes parents, mais ça vient pas d'eux. Ils m'ont inculqué des choses. Même la France, prenons la France. La France m'a inculqué des valeurs. Je suis arrivé en Asie. Et moi, je n'étais pas en adéquation avec les valeurs françaises. Donc, je suis arrivé ici, je me sens beaucoup plus à l'aise avec, par exemple, le pragmatisme. J'ai acheté deux apparts, même ici en Thaïlande. À Pattaya. À Pattaya. Ça a pris, entre le moment où je dis je prends l'appart et je me mets d'accord sur le prix oralement avec l'agence et le vendeur, et le moment où j'ai les clés pour rentrer dans l'appartement, il s'est passé 12 jours. Je suis en train de vendre mes appartements à Paris. On m'annonce un délai minimum de 3 à 6 mois. J'ai vu tous les documents. Là, j'ai fait le DPE, les diagnostics, 90 pages, des trucs de fou. Enfin, de la paperasse. Moi, je veux plus de ça. Je veux dire, ça m'intéresse pas de vivre dans ce pays. Tu ne veux plus avoir d'attache en France, en fait? Je vais m'alléger. Je ne sais pas si je vais revendre tous mes appartements, mais je vais en revendre un, puis deux. Voilà. Tu as combien d'appartements? Là, j'en ai 4 en fait à Paris. 4, okay. Donc voilà, en fait, c'est plus parce que je me dis qu'avec les années, voilà, quand je vais vieillir, ça va être de plus en plus difficile à gérer si jamais j'ai des problèmes. Certaines personnes disent, ouais, moi, je veux mourir en Thaïlande. Est-ce que tu veux passer toute ta vie en Thaïlande, en fait, ou est-ce que... Ah ouais, mais moi complètement, il n'y a pas de retour en Occident. Il n'y a pas de retour en Europe. Si possible, évidemment, parce qu'il y a toujours des cas de force majeure, on ne sait jamais si nous sortent encore une crise sanitaire et que voilà, moi je serai le premier à partir. Donc pour moi, la Thaïlande c'est top. Donc si c'est la Thaïlande, si je peux rester ici, c'est top. Bali, c'est top. Tous les pays d'Asie du Sud-Est, je pense que l'Asie du Sud-Est pour moi c'est la zone topissime. Donc pour moi, la vie elle est ici et je reste ici et je meurs ici. Ok, ça c'est décidé. Ouais, aucun souci avec ça. Et tu te dis pas si un jour tu as des problèmes de santé, comme beaucoup probablement ont dû te le dire, tu critiques la France, mais ne reviens pas te faire soigner en France si tu as un souci de santé, tu vois? Complètement. Alors, je pense que quand même les hôpitaux en Thaïlande progressent énormément. On a une qualité d'hôpitaux en Asie du Sud-Est qui sont top. Par exemple, les cancers en Malaisie, il y a des hôpitaux qui sont vraiment classés au même niveau en fait que des hôpitaux en France. Les hôpitaux en France sont carrément, c'est une cata. Enfin voilà, c'est de pire en pire. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la zone en fait de croissance. Maintenant, j'ai une assurance internationale française, ce qui me couvre dans tous les pays, et donc je suis couvert. Maintenant, je fais super attention, notamment avec les scooters, etc., les accidents, parce que je vois quand même que ça peut coûter cher. Voilà, j'essaie d'éviter les problèmes. Alors, tu ne penses pas qu'un jour, les assurances, pour des petits pépins, vont te dire pas de souci, on va couvrir les frais, mais si tu as une ALD, une infection longue durée, un truc très grave, je sais pas, AVC ou des gros cancers, des grosses tumeurs, tu ne penses pas qu'elle pourrait se débarrasser de toi? Je sais que dans certains cas, elles disent aux personnes, écoute, l'année prochaine... Oui, vous êtes trop malade pour être assuré, vous êtes trop vieux pour être assuré. Je pense que et dans ce cas-là, comment tu fais? Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. Je pense qu'il y a quand même le besoin des vieux et des malades d'être assurés. Moi, je suis pas dans ce cas-là encore, donc je vais pas non plus... Tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 44 ans.
Ouais. mais j'ai pas d'affection longue durée ou de maladie ou de médicaments à prendre, etc. Donc je suis pas dans ce cas-là. Le jour où ça arrive, j'espère que mon assurance va pas me jeter non plus, mais je pense que je trouverai des solutions à ce problème et je pense que c'est tellement un besoin important de se faire soigner quand on est malade ou quand on est vieux ou quand on n'est pas, qu'on coûte de l'argent à l'assureur. Si tous les assureurs nous jettent, c'est simplement plus viable. Juste une question, parce que ça, c'est souvent abordé par les gens qui veulent rester seuls. Est-ce que tu as peur des femmes? Non, pas du tout, non. Est-ce que tu penses que le féminisme prend de plus en plus de place en France? Oui, alors juste sur le féminisme, d'ailleurs, moi j'ai dit que j'étais féministe, mais ma définition du féminisme, c'est que moi je veux juste l'égalité homme-femme. Là, en Occident, on n'est plus dans l'égalité homme-femme. Les femmes ont beaucoup plus de pouvoir que les hommes. Notamment, je vois Les femmes ont plus de pouvoir. Ah ouais, complètement. Je vais prendre juste un exemple qui pour moi, simplement, ça pour moi, c'est suffisant pour quitter l'Occident. C'est la question du consentement. Par exemple, aujourd'hui, un homme qui a une relation avec une femme en France, par exemple, il est en danger. Il suffit qu'elle dise « j'étais pas d'accord, j'étais un peu d'accord mais pas vraiment, j'étais d'accord au début mais pas vraiment ». Dans l'acte, elle n'a pas renouvelé son... Donc, bon, Mais il faut signer un contrat avant. Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas... Non, je déconne, c'était une Ouais, blague. non, mais c'est un vrai sujet ce que tu dis. C'est-à-dire que s'il y avait justement ce contrat qui permettait de clarifier les choses, sauf que ce contrat n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas écrire un contrat et il n'aura aucune valeur légale. Aucune valeur. Mais t'imagines à chaque fois... Non, mais c'est incroyable. C'est pas et possible, même, ça. Attends, Sabri, j'ai pris des cas justement où le gars il est dans l'acte, durant l'acte. Il y a des gars elle était d'accord au début, le gars il est à l'intérieur et elle lui dit stop, il ne doit plus bouger le gars. C'est quoi ça? Je n'ai pas compris, tu parles de quoi là? Tu m'as perdu. Le mec il est Qui ça? Qui? Non, c'est un exemple hypothétique, tu vois. Ok. Ils sont ensemble, en train de faire l'acte et la nana elle change d'avis. Elle a le droit, elle change d'avis au milieu de l'acte. Et c'était quoi les conséquences alors? Conséquence, c'est la tôle, c'est 20 ans de tôle, voilà. 20 ans? Non. En France, c'est 5 ans, je crois. Et puis les gars, attention, derrière, on leur prend leur passeport, on les met, c'est des procédures qui prennent des années et des années. De France? France. Ah, de France, ok. France. On a certaines célébrités aussi à qui il y a des pépins qui arrivent, Ouais. Mbappé dernièrement, et ils se sont même posé la question sur la mise en place d'un contrat. Ah ouais, moi je suis pour. Par rapport. Ah, complètement. Mais t'es pas une célébrité. C'était plus pour les célébrités qui sont quand même des cibles faciles. Ah mais complètement. Mais toi, t'es pas une cible. Tous ceux qui ont un peu d'argent sont des cibles. Mais quand on te voit là, comme ça, honnêtement, Ouais. on ne sait pas que tu as beaucoup d'argent. Tu es millionnaire ou pas? Ouais, Ah, tu es millionnaire? multimillionnaire. Multimillionnaire? Ouais. On peut dire à peu près combien ou pas? Ouais, Une tranche. à peu près 3 millions. 3 millions, ok. En bien ou en... Tout confondu, biens immobiliers, actions, ETF, obligations. Ok, etc. ça j'ai envie d'aborder ça. Ok, tu es millionnaire. Elle est où ta Rolex? Où est, on va dire, ta montre Patek Philippe? Elle est nulle part. Donc moi j'ai pas de montre, j'aurai jamais de montre. Ok. Donc j'ai pas de signe extérieur de richesse, je suis minimaliste, j'ai un t-shirt, s'il y a un trou dessus, je vais même pas le changer. En laine de mérinos? Non, je sais pas, je pense que je l'ai trouvé dans une poubelle. Donc on peut difficilement deviner que tu as de l'argent, que tu es millionnaire. Ouais, complètement. Si tu me regardes comme ça, je pense que même tu me jettes une pièce. Donc je me mets par terre, je suis un clochard. Mais je le fais pas du tout exprès, hein. J'ai toujours été comme ça. Voilà, donc pour moi, le minimalisme, vivre vraiment de façon frugale, simple, etc. Ça a toujours été ma manière de vivre. J'ai pas du tout d'exubérance, j'ai pas du tout d'ambition. Je vois des gars qui sont en première classe, etc. Tu t'en fous de ça? Tout, m'en fous absolument, Voiture, totalement. les voitures, Pas de voiture, j'ai même pas le permis, rien du tout. Donc, les restaurants? restaurants de temps en temps, tu vois, de temps en temps, mais même la plupart du temps, même dans des restaurants simples. Moi j'aime bien les restaurants de pizza, donc les vrais italiens, mais ça va pas coûter des fortunes. De temps en temps, je fais un fine dining quand je suis avec des potes qui aiment ça. Je vais pas aller claquer mon argent pour comme ça, quoi. Et est-ce que tu es du genre à inviter les dames que tu rencontres au restaurant ou plutôt au street food? Non, moi j'invite pas du tout en fait les. Alors j'ai invité parce que j'ai la manière. Voilà, maintenant je vis comme ça, j'ai 44 ans, je suis en Thaïlande, etc. Donc j'ai ce type de relation avec les femmes, et ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais à Singapour, j'étais dans le dating game, la séduction classique, donc payer des restos, des bons restos, en mettre un peu plein la vue. J'étais dans un bon quartier, etc. Donc là je payais dans la majorité des cas, en espérant
avoir les faveurs de madame. Donc c'est un petit peu ça le problème, la séduction. C'est tu payes et puis tu achètes de l'espoir et tu essaies de la ramener chez toi. Sachant que plus de la moitié des femmes qui sont sur les applications de rencontres ne veulent que se faire payer des dîners gratuits. Eh ouais, faut le dire. Hein. Ça j'ai entendu ça. Alors c'est vrai ça? Bien sûr, donc ça moi je l'ai vu. Donc à un moment donné, c'est vicieux quand même. Bah elles sont, pour moi j'ai pas de souci. Elles veulent moi j'avais une amie, j'ai eu des amis gold digger. Donc même je suis ami avec ce type de femme et elle me dit Marc, je dois y aller, mon dîner est arrivé. Attends, michetonneuse, hein, gold digger, michetonneuse. Ouais, michetonneuse. Gold digger, ouais, elles voulaient juste se faire payer des dîners gratuits, donc elles utilisent dating app pour se faire payer. Et le gars il est là en train de ramer, d'essayer de séduire, alors qu'il ne se passera rien parce qu'elle a déjà décidé que c'était uniquement pour se faire payer des dîners. Et ça c'est tellement ordinaire aujourd'hui que moi si tu veux ça m'intéresse plus. Et là je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis ok pour payer, mais je veux un retour sur investissement. Non, mais c'est pour ça que j'aime la. On parle pas business. En fait, tu ne crois pas du tout au sentiment, non? Mais si, mais je veux dire, moi, je veux de la transactionnalité. Je veux dire, je paye, je veux quelque chose. Je paye pas pour de l'espoir. Et surtout, c'est du vent. Je sais pas ce qu'elle a dans la tête. Je connais pas son hidden agenda, son agenda secret. Ce qu'elle veut, c'est souvent se faire payer un dîner. Donc ça, pour moi, je fais plus. Est-ce qu'il y a possibilité de contourner ça et de prendre un café au lieu d'aller dîner, par exemple? Prendre un café, de lui dire, écoute, on prend un café. Tu peux payer un café, non? Complètement. Attends, juste sur le café. J'ai été des centaines de femmes sur Singapour. Donc le café, ok, ça coûte moins cher qu'un dîner. On est d'accord. J'ai fait des dates glace, ok. Parce que moi, des dates glace, tu payes une glace, voilà. Tu vois. Des dates rien dans la rue, tu sais, dans un parc comme ça tu payes rien, etc. Mais en réalité. Ah, t'as osé. Ouais, man, j'ai tout fait, tout. J'ai fait des dates pommes aussi. Je dis, tiens, je t'amène une pomme. Donc j'ai vraiment tout fait. Mais le truc, au final, il y a quand même, au-delà de l'échange économique qui est très faible, donc tu dis ok, je dépense pas énormément. En réalité, je dépense beaucoup de mon temps. Je vais devoir écouter une nana qui raconte une histoire parce qu'il y en a qui veulent beaucoup d'attention. Et en fait, elles sont en train de me monopoliser en fait mon temps en fait. J'ai autre chose à faire. Donc en fait, il y a un coût d'opportunité qui est très important. Pour moi, le temps, il a de plus en plus de valeur. Et donc c'est-à-dire que même en payant juste un café, en réalité. Et puis aussi, il y a un autre problème, c'est que tu rencontres la nana, tu l'as vu que sur les applications de rencontre, et elle arrive, elle a pris 20 kilos, elle a changé, c'est pas tout à fait. En Thaïlande? Non, partout. Je veux dire, il y a une différence entre ce qu'il y avait sur la photo et puis ce que tu vois en réel. Et surtout, t'as pas le choix. C'est pas comme quand tu es dans la rue ici en Thaïlande. Tu vas voir des dizaines et des dizaines de femmes dans la rue, etc., qui t'appellent. Donc en fait, tu les vois. Donc tu as un contact physique. Donc en fait, la sélection est beaucoup plus précise en fait. En fait, si j'ai bien compris, pour résumer, corrige-moi si je me trompe, tu préfères le réel parce que tu sais à qui tu as affaire et aussi tu n'as pas besoin de passer ton temps à dater, etc. Complètement. C'est ça, hein? Complètement. Ok. Est-ce que tu as des projets quand même dans la vie? Non, là j'ai plus vraiment de projets. Tu as des objectifs, non? Ouais, franchement, les objectifs sont atteints. Donc là, en fait, c'est que du pur plaisir. Donc c'est que repeat. Les journées, pour moi, là, je suis au paradis. Mais t'as pas peur de péter un câble à un moment parce que, tu vois, l'oisiveté, à un moment donné, je veux dire, t'as beau avoir 100 millions, mais tu vas devenir Alors dingue. moi, je suis un mec très discipliné, tu vois. Donc moi, la vie que j'aime, tu vois, c'est la vie. Je me voyais avec c'est vraiment con, mais je me voyais avec un laptop en train de travailler en Asie. Et puis le soir, avec les femmes, etc. Je me voyais en fait avec un lifestyle. En fait, tout mon projet, c'est un projet de lifestyle. Okay, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le laptop. J'ai pris la caméra et donc j'ai monté, ça s'est fait naturellement, il y a des business en ligne qui se sont montés. Donc Top Déclaration, Objectif Renta, récemment la chaîne de la vérité, etc. Donc en fait ça se crée naturellement parce que j'y passe du temps et que j'aime bien aller dans les cafés, tester les cafés, aller dans les différents endroits, explorer la Thaïlande, là j'étais, enfin bref. Donc en fait mon projet c'est juste du lifestyle, des business en ligne, de la liberté, des femmes, c'est tout. Dans 10 ans, tu t'imagines où et comment? Franchement, le même. Franchement, la même chose. Tu me fais la vidéo dans 10 ans, je pense que ce sera la même chose. Pareil, ouais, pareil. Même t-shirt. Pareil, même t-shirt. Je pense que j'aurai beaucoup plus de contacts si je reste en Thaïlande, mais rien de plus. Que pense ton entourage lorsque tu leur as dit que tu partais en Thaïlande? Les amis, en fait, moi, j'ai pas vraiment gardé d'amitié comme on peut l'imaginer. T'as pas trop d'amis ici, même en Thaïlande. J'ai pas de cercle d'amis sur qui compter, etc.
J'ai plutôt j'appelle ça des interactions synergétiques, c'est-à-dire des gens avec qui on fait des choses, tu vois. Voilà. Ma famille, je pense que bon, ils sont très dans la mesure où tu t'épanouis et où tu es heureux, vas-y, fais ce que tu veux. Ils sont très libres comme ça. Donc je me suis démarqué, en fait, j'ai divergé par rapport à l'éducation qu'ils m'ont proposé, qu'ils m'ont fourni. Il y a quelques éléments que j'ai gardés. Il y a beaucoup de choses qui sont passées à la poubelle et qui ont été un peu reprogrammées. Mais voilà, à un moment donné, on est un grand garçon et on suit son propre chemin. On n'est pas obligé d'être dans la continuité, dans la lignée de l'éducation de ses parents. Marc, j'ai une question très importante. Est-ce que tu as de quoi vivre pour le restant de tes jours? Oui, très largement. Très largement. Très largement. Parce que tu m'as dit que tu avais 3 millions. Alors 3 millions, je pense que c'est beaucoup et à la fois rien du tout. Parce que... Disons, je pense que sur ces investissements, en fait, on doit être autour de 7 à 8% de rendement par an. En moyenne, hein, si je prends les ETF, les obligations, l'immobilier, etc., on doit tourner autour de 7-8 en moyenne sur de longues périodes. Donc ça fait par rapport à ma manière de vivre qui est très minimaliste. En plus là, vu que j'ai acheté les apparts, j'ai même plus j'ai plus à payer de logement. Donc je peux rester. Tu vis avec combien par mois? Je vis sans compter le logement. Je pense que le budget le plus important c'est le budget femme. Budget femme, surtout là je dépense pas mal. On doit être à 400-500 euros par mois quand même de budget 400 femme. euros de budget femme? Ouais, 400 euros. Ouais. Après niveau resto, je pense qu'on doit être à 300 peut-être. Donc je pense qu'on doit être en dessous de 1000 sans compter le logement. Les femmes, pour toi, c'est plus important que de manger. Ouais, je pense, ouais. Pour moi, c'est la même chose. Un pizza femme, je mets sur un plan d'égalité. Alors, ok, donc tu as dit 400 euros pour 500 euros pour les femmes. Ensuite, il faut rajouter l'assurance santé, ça me coûte à peu près 2500 euros par an. Tout ce qui est transport, sauf quand je pars, que je fais des voyages, mais sinon en fait c'est très faible parce que j'ai juste un vélo en fait, donc je fais tout en vélo à Pattaya. Ici j'utilise le Bolt et tout, mais c'est vraiment pas énorme. Alors par mois à peu près, globalement? Je pense qu'on doit être en dessous de 1000 euros honnêtement. 990 euros? Ouais, je pense. 999, ouais, 999 euros, ok. Alors on peut mettre ça comme titre de vidéo ou pas? Ouais, tu peux. Il vit avec 990. Je vais mettre, je suis millionnaire, mais je vis avec 900 euros par mois. Oui, après moi j'ai toujours vécu avec peu, j'ai pas énormément de dépenses. Est-ce qu'on n'a pas oublié d'autres choses? Alors je pars quand même pas mal en vacances, donc quand je pars en vacances, les hôtels, je prends des hôtels cheap, entre 10 et 20 euros par jour. Donc c'est... Les hôtels luxe, ça ne t'intéresse pas, 5 étoiles, parce qu'il y a de quoi faire quand même ici à Bangkok. Des sacrés rooftops, des bons restaurants, fine dining, tu vois. Franchement, moi j'aime les restos simples. J'ai visité, là il y avait Julien qui était venu, il était au Hilton, donc j'avais visité, j'ai vu les chambres à 400 euros. J'étais à 200 mètres à 20 euros, j'étais très bien. Je peux prendre l'ascenseur, ça se bouscule pas, c'est très silencieux. Je sais ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un lit confortable, une chambre qui fasse au moins 25 mètres carrés. Mais voilà, et puis eau chaude, et puis c'est tout, j'ai pas besoin de plus. Et le calme très important, donc je vais jamais être... je vais pas aller dans les... genre face à la mer avec les vagues et tout. J'ai des goûts très simples en fait, donc j'aurais pas de valeur ajoutée en fait à prendre le Hilton et à avoir, je sais pas, un petit panier de fruits qui m'attend ou pour 400 euros la nuit, quoi. Je vois pas l'intérêt. Ah, tu vois vraiment pas l'intérêt? Aucun intérêt. Alors tu comprends pas, enfin t'as des amis, on va dire millionnaires, tu vois qu'ils vivent dans ce genre de luxe. Ouais. Tu en penses quoi? Est-ce que vous avez déjà échangé sur ça? En fait, je pense qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent au service du luxe qu'ils peuvent avoir dans leur vie. C'est-à-dire, plus ils gagnent et plus ils vont dépenser. Mais en fait, moi, je raisonne pas du tout comme ça. J'ai une sorte de système de contrôle. Je sais ce dont j'ai besoin. Donc en fait, par exemple, j'ai pas de valeur ajoutée à être dans un 100 mètres carrés, dans un 200 mètres carrés, dans un 500 mètres carrés ou dans une villa avec 18 chambres. En fait, j'ai juste besoin d'un studio. Je suis même pas bien en fait dans un 2 pièces. Je vois pas l'intérêt en fait. Tu te sens peut-être pas dans ton élément? C'est peut-être ça, non? Parce que tu as des personnes qui aiment le luxe, qui aiment bien montrer, on va dire, cette image de luxe. Ils aiment bien être associés à cette image, parce que ça fait aussi peut-être partie de leur branding. Moi je suis plus au niveau fonctionnalité, au niveau utilité. C'est est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à avoir quelque chose de plus cher. Là, par exemple, j'ai acheté le Samsung S25 Ultra et je l'ai acheté pour le zoom, juste pour le zoom. Donc c'est uniquement pour ça. Sinon je l'aurais jamais acheté. Je serais resté avec un Samsung de la série A qui coûtait 300 euros ou même moins. Donc en fait, faut vraiment prouver qu'il y a une utilité
à dépenser plus. C'est pareil pour les femmes. Si je dépense 2 fois plus, 10 fois plus, et il y a une Russe qui m'a demandé 30 fois plus, est-ce que je vais avoir 30 fois plus de plaisir? Tu aimes bien, c'est les Russes aussi. Quand tu dis femmes, je pensais que c'était que thaïlandaise. Ouais, bah justement. Non, mais juste à titre de curiosité, c'est parce qu'on m'a emmené dans un gogo russe, un gogo club. On était à 30 fois le prix. Je me suis dit, est-ce que je vais avoir 30 fois plus de plaisir avec elle? La réponse, c'est que j'estimais mon plaisir allait peut-être être même pas 20% ou 30% de plus. Donc je me suis dit, je vais jamais payer ça. Donc en fait, pour moi, c'est pareil pour un resto. J'ai été dans des restos qui coûtent très cher. J'ai été dans des Michelin, des guides Michelin. J'ai été à la Tour d'Argent, etc. Des trucs de 100, 300 euros. Franchement, est-ce que j'ai eu plus de plaisir que dans un bon restaurant italien avec des pizzas et des pâtes à 10 euros? Bah non. Moi, j'analyse mon plaisir en fait. Et j'analyse le prix que j'ai payé pour avoir ce plaisir. Alors, parlons maintenant de l'intégration en Thaïlande. Okay, on sait que la Thaïlande, on va dire, les Thaïlandais sont très fiers d'être Thaïlandais. Et est-ce que toi, tu as la sensation que tu es accepté en tant qu'étranger ici, ou pas? Est-ce que tu as l'impression que tu es chez toi ici? Ou tu as l'impression, parce que là je pense que tu parles avec prudence, que tout peut dégénérer et tu peux te retrouver expulsé du pays si tu commets la moindre... Alors moi je pars du principe que clairement je suis chez moi. À Bali aussi j'étais chez moi, okay, mais je suis dans mon chez moi version marque. Okay. Ça veut dire que je crée mon écosystème, j'ai ma façon de vivre, je vis pas comme les Thaïs, je parle pas encore Thaï, donc je vis dans mon petit monde et je me fais ma petite vie. Mais cette petite vie, en fait, c'est chez moi. Et on peut prendre des exemples, alors tu vas me dire ouais mais t'es tout seul. Non, parce qu'en fait ça peut se développer. Je prends un exemple par exemple sur Bali, des gens se sont rassemblés pour vivre de façon spirituelle, okay, dans la méditation, dans des ashrams, des yogas, etc. Et ils ont fondé Ubud, okay, Ubud fondé par des étrangers. Et aujourd'hui c'est une ville dans Bali qui fait la splendeur aussi de Bali, mais c'est construit totalement par les étrangers. Uluwatu, les gens vivent en mode surfeur, ils sont chez eux, mais c'est des Australiens, etc. Et ça n'a rien à voir avec les locaux. Donc pour moi, tu peux construire en fait ton chez-toi en mettant tes propres valeurs. Maintenant, moi j'ai un visa DTV pour X, Y, Z raisons et je peux me faire dégager du pays, ça dans n'importe quel pays. Et donc j'ai une vulnérabilité et je sais très bien que tu es à l'aise avec ça ou pas? Ouais, je suis à l'aise avec ça. Parce que tu as des appartements quand même. Ouais. Du jour au lendemain, en fait, tu peux te faire dégager. Ouais, mais pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Il y a une fragilité, même mes investissements, ils ont une fragilité, ils ont une vulnérabilité. Même mon pays, la France, Paris, taxe foncière multipliée par 2, changement de fiscalité au niveau des plus-values, ils t'éclatent. Demain, ils vont réquisitionner, guerre en Ukraine ou autre, ils vont réquisitionner tes appartements. C'est des choses qui peuvent... Ton argent aussi, du compte courant, non? Sur quel compte on peut piocher en cas de guerre? Ah c'est au-delà... Un des comptes, non? Ouais, s'ils veulent réquisitionner, s'ils veulent réquisitionner les assurances vie, les comptes courants, etc., ils peuvent le faire. Je pense, moi, j'ai pas de problème à vivre avec ça. Moi, ce que je fais, c'est pas de flipper, c'est de gérer mon risque. Comment est-ce que je gère mon risque? Simplement, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. J'ai des investissements qui sont un petit peu partout dans le monde, Europe, US, Asie. Ici, j'ai fait quelques investissements. C'est quoi? Des apparts? Non. C'est des ETF américains, des actions américaines, des obligations américaines, etc. Sur des brokers qui sont américains, donc on est en dehors de l'UE, etc. Donc en fait, je vais gérer mon risque tout en sachant que demain, ils changent la législation ici. J'ai moins peur de mes propriétés en Thaïlande que des changements en France. Mais dans tous les cas, tout investissement, il y a un risque. Et effectivement, on peut tout perdre, donc il faut gérer son risque. Est-ce que tu as un plan B si tu n'étais plus le bienvenu ici en Thaïlande? Ouais. Quel est ton plan B? Ce soir-là, tu n'es plus le bienvenu, où est-ce que tu vas? Là, si je dois décider direct... tout de suite, là? Ouais, tout de suite, je repars à Bali. Ah, tu repars à Bali? Je repars à Bali. Après, là, il y a une grosse alternative au niveau... Parce que comme je suis encore en phase, je suis pas juste investisseur avec des revenus passifs, etc. Je suis aussi maintenant, depuis 2018, j'ai des business en ligne. Donc, il y a des revenus. Donc, il y a des contraintes de fiscalité. Et donc là, il y a une grosse alternative qui vient de s'ouvrir il y a quelques jours en Asie du Sud-Est. C'est les Philippines avec le visa DNV. Digital Nomad Visa avec une fiscalité à 0% comme sur la Thaïlande. Donc là on a une Philippines. Aux Philippines, pardon. Philippines. Okay. Donc là ça vient de sortir. Le visa il sera disponible d'ici 1-2 semaines. Je préfère 10 fois la Thaïlande au niveau des femmes, etc., de la vie, etc. Clairement. Mais pour les business, si je dois rester en Asie du Sud-Est et optimiser fiscalement les business, ça sera les Philippines.
au moins 6 mois par an pour justifier la résidence fiscale. Est-ce qu'un jour, tu peux tomber amoureux d'une femme au point où elle te donne l'envie de fonder une famille, de peut-être t'installer? Alors je te pose la question, mais voyons voir la réponse. C'est l'amour Walt Disney. Moi, écoute, j'ai pas de problème avec l'amour, seulement on a tous une définition différente de l'amour. Moi, l'amour avec un grand A comme argent. Ouais. Donc pour moi, les relations que j'ai avec les gourgandines d'Asie, pour moi, c'est des relations amoureuses, c'est le niveau ultime de l'amour, c'est des relations honnêtes. Et dans cette honnêteté, il y a la reconnaissance personnelle du besoin de diversité et de nouveauté. Tu aimes les open relationships en fait. Open- Comment on appelle ça? Les relations Relations ouvertes, relations ouais, ouvertes relations sans attache, etc. Donc pour moi, voilà, non exclusives. ça non s'appelle, exclusive. Pour moi, il n'y a pas de. Et même je vais plus loin. C'est-à-dire que je pense que je suis représentatif de tous les hommes. C'est-à-dire que pour moi, on peut pas, si on va pas nier ses désirs, si on va pas les enfouir et les cacher, en fait, une femme ne peut pas suffire. Voilà. On ne peut pas se saboter en fait simplement pour une femme. C'est ma vision. Donc en fait, tu veux pas te mentir à toi-même. Exactement. Simplement ça, en fait. Exactement. Est-ce que tu penses que il y a beaucoup d'hommes viennent en Thaïlande pour les femmes ou pas? Parce Ah que oui. la plupart, quand tu leur poses la question, vont te l'avouer à demi-mot. Tu vois, alors on sait qu'il y a des entrepreneurs, tu as des gens qui viennent monter des business ici, etc. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup aussi pour... Ce qui serait venu en Thaïlande s'il n'y avait pas eu de femmes. Moi, j'étais par exemple dans un paradis au niveau du climat. J'étais à Tenerife, juste avant, là, 6 mois. Le climat super, tout super, mais il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes, donc on ne peut pas rester, c'est impossible. Il n'y avait que des vaches espagnoles, des facochères. Est-ce qu'ils seraient restés en Thaïlande? Évidemment non. S'ils te répondent non, mais je ne suis pas pour ça, mytho complet. Si on creuse un peu dans leur vie, on se rend compte qu'en fait, il y a des femmes en veux-tu, en voilà. Donc ça fait partie du package et c'est une condition nécessaire pour rester ici. Il y a plein d'autres trucs que j'aime, le climat, voilà, le coût de la vie qui est très faible, les gens qui sont sympas et souriants, la vibe, la sécurité, plein. Mais si tu élimines en fait les jolies femmes d'Asie qui sont là, bah en fait on fait nos bagages. Attends, mais juste on peut terminer avant de couper la vidéo par ta fameuse introduction. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Marc, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.